Avec un potentiel hydroélectrique exploitable estimé à 100 000 mégawatts, la RDC présente un faible taux d'accès en énergie électrique. C'est un contraste et plusieurs Congolais se demandent face à ce vaste projet du gouvernement de développement de 145 territoires. Quelle électricité disponible? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Vous le savez, ici nous parlons énergie et environnement dans le seul souci d'accompagner le développement de notre pays, mais également de l'Afrique. Alors pour répondre à cette question, quelle électricité disponible pour le projet des 145 territoires, nous avons reçu pour vous ingénieur Idriss Moufouka, à qui nous disons bienvenue ingénieur. Merci beaucoup. En forme? Oui, tout va très bien par la grâce de Dieu. Avec vous, nous allons parler électricité, nous allons parler de ce projet, vaste projet, gigantesque projet de 145 territoires. Mais avant tout, c'est quoi Moufouka? Ah, une très belle question. Parfois, les noms nous suivent. Oui, d'abord, mon nom grand complet, c'est Moufouka Koudié. Ça, c'est pour les Kassaïens. Moufouka Koudié, ça signifie créé par lui. Et quand vous allez dans les Bandundu, Moufouga Koudié, et ça signifie berger. Créé par lui, et berger. Puis berger. Lui, c'est qui? Ben, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. Alors, nous allons parler Dieu et énergie. Permettez-moi. Il est énergie, j'aime bien le dire comme ça. Au commencement, c'était lui. Il est énergie. Alors, nous parlons 145 territoires, certainement vous avez suivi, vous suivez parce que vous êtes un acteur important dans ces secteurs. Vos impressions, le projet a été lancé, et quand vous avez appris les lancements de ces projets de 145 territoires, votre réaction? Alors, il faut dire que le programme de développement de 145 territoires, c'est une très bonne initiative. La RDC, d'une manière générale, est la plus de la population en milieu rural. Donc 70% à 80% de la population congolaise, c'est en milieu rural. Et avoir un programme qui vise le développement de ces zones rurales, je pense que c'est une bonne initiative. Et comme nous le disons toujours, le Congo ne manque jamais des initiatives. Et ça, c'est la spécialité de la RDC. Mais le vrai problème, c'est la mise en œuvre et la pérennisation qui pose souvent problème dans notre pays. Mais les programmes en soi, c'est vraiment un programme très excellent. Et je dirais même que c'est la clé du développement de notre pays. Alors, ce n'est pas les idées qui manquent, mais c'est la mise en œuvre. Nous allons entrer en détail tout à l'heure, mais je signale aussi que vous êtes un ingénieur dans le secteur énergétique et puis également le management. C'est quoi le détail? Des systèmes énergétiques et puis énergie énergétique et énergie renouvelable. Vous êtes un passionné, vous aimez bien tout ce qui est énergie renouvelable et autres. Qu'est-ce qui justifie ces contrastes? Nous avons du potentiel estimé. Certainement, il y a des valeurs qui existent, des études parfois plus récentes. Mais d'un côté, nous avons un faible taux d'accès. Qu'est-ce qui justifie ces contrastes 60 ans après l'indépendance? Je ne cesserai de vous poser cette question parce que ça fait très mal. Alors, il faut dire que déjà, le problème de la précarité énergétique, c'est une réalité pour l'Afrique, donc la majorité des États africains. Et donc, la RDC n'est pas le seul pays qui a ces problèmes. C'est une réalité au niveau du continent. Oui, et s'il faudrait revenir par rapport à notre pays, c'est un problème qui date de très longtemps. Et je le dis toujours que tout est parti par la politique de construction des ouvrages énergétiques dans notre pays. La plus grande question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce qui avait motivé la construction de premiers ouvrages énergétiques en RDC? Les ouvrages qui étaient construits par le Belge. Et puis, c'est quoi la finalité de construction des ouvrages énergétiques qui sont financés par le gouvernement congolais? Tout part de l'objectif Revenons un peu des constructions des ouvrages. Un petit rappel historique, et c'était pourquoi
que, bon, voilà, la Belgique a pensé Alors, il faut dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on connaît tous qu'il y avait... l'Occident était plongé dans une crise. Et 40-45. voilà, et qu'il devrait se ressourcer et par l'Afrique. Notre pays, partant du potentiel minier, forestier et qu'il a, était parmi les pays où la Belgique devrait exploiter nos minerais pour remédier à la crise qui était à l'Occident après les deux guerres mondiales. Et ils avaient d'abord ciblé en premier lieu le secteur minier. Et on sait tous qu'on ne peut pas exploiter les minerais sans l'énergie électrique. Et d'ailleurs, parce qu'il faut alimenter les la machines. première centrale hydroélectrique en RDC, c'était au Lualaba. C'est parmi les zones qui regorgent un potentiel énorme sur le plan minier. Alors, ils se sont mis d'accord pour construire des unités de production énergétique à travers le pays, spécialement pour de fins d'exploitation minière. Et là où ils avaient besoin d'exploiter le bois, par exemple, dans les grands Équatères, ils avaient également construit des centrales. Et donc, pour dire que les colons n'ont jamais construit une centrale énergétique pour desservir la population congolaise. Donc, c'était pour satisfaire... voilà, c'était pour des intérêts capitalistes. Économiques, capitalistes. Capitalistes. Et après l'indépendance, les ouvrages qui ont été financés ou coordonnés la construction par le gouvernement congolais, à 80%, ce sont des ouvrages qui ont été construits pour des fins politiques. Je donne toujours l'exemple de Kakobola et Katende. On peut aussi citer le projet Inga. Voilà, ce sont des projets... Le fait président Mobutu a profité pour marquer sa suprématie. Voilà, là aussi c'est un projet capitaliste parce qu'on devrait desservir le secteur minier à l'Est. Et tout ça, c'est pour les intérêts capitalistes. Et donc, c'est le non-changement des paradigmes des constructions d'ouvrages énergétiques aujourd'hui est en train de se substituer à une contrainte. Et donc, il faudrait commencer par changer d'abord. Pourquoi on doit construire un ouvrage énergétique dans une zone? Pourquoi on doit construire un ouvrage énergétique? On doit construire un ouvrage énergétique d'abord, c'est pour développer cette agglomération. Et on ne peut pas parler du développement d'une agglomération et sans pour autant parler de ses habitants et sans pour autant parler des activités génératrices de revenus de ses habitants. Et on ne peut pas aussi construire un ouvrage énergétique spécialement pour un seul potentiel. Voyez? Parce que l'électricité en soi, c'est un vecteur transversal et très complexe. Qui doit naturellement booster tous les secteurs de développement d'une zone. Alors, dès lors que dans un pays comme le nôtre, les projets énergétiques sont mis en œuvre pour des fins politiques, il y aura toujours un problème de pérennisation. Vous allez constater maintenant, on est en pleine année électorale, on entend des députés qui sont en train de financer la construction de quelques microcentrales. Installer des transformateurs, de cabines électriques. Et donc aussi, c'est pour de fins électorales. Déjà, la première contrainte, c'est que on va négliger les études de faisabilité. Parce que pour eux, le plus important, mettez-moi les transforts, construisez-moi quelque chose. On ne va même pas faire des études de faisabilité, des études techniques. Il n'y aura pas aussi des enquêtes socio-économiques pour se rassurer. On est en train d'implanter autant de kilowatts dans cette agglomération. Et qu'est-ce que ça va produire? Quels sont les potentiels que regorge cette agglomération? Qu'est-ce qu'on doit faire pour susciter les besoins de sorte que la population qui doit payer cette électricité soit en mesure de la payer? Et toutes ces questions, pour un projet qui est mis en œuvre pour des fins politiques, souvent, et ça pose problème. Alors, ça pose problème. Vous avez certainement fait la part des choses entre
le système colonial et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est parmi des contrastes qui justifient cette réalité. Vous avez tantôt signalé que l'électricité devrait être produite pour booster les développements. Alors nous avons longtemps entendu que cela soit réalisé. Enfin, le gouvernement Samalou Konde a appuyé pour que ces projets de 145 territoires puissent avoir lieu. Nous avons vu dans ces projets plusieurs initiatives. Construction de barrages hydroélectriques également, on doit arranger des routes, des écoles, ainsi de suite. Est-ce que vous êtes content de retrouver aussi certains projets dans le secteur énergétique? Est-ce que vous êtes réellement sûr que cela sera réalisé en respectant les normes, ou bien nous revenons à la case de départ où c'est aussi les colons que nous allons continuer à satisfaire? Écoutez, je vous ai dit au départ que le programme des 145 territoires, c'est une très bonne initiative. Et s'il faudrait faire une petite mise au point par rapport au volet électricité, électrification, certes, il y a un secrétariat technique qui s'occupe de ces projets, qui est combiné des experts du ministère du Plan et celui des développements rural. Mais il y a quelques faiblesses peut-être qu'il faudrait prélever maintenant pour que le projet soit un projet pérenne. Parce qu'il faut dire que le programme des développements de 145 territoires, ce n'est pas seulement un projet qui consiste à la simple construction des ouvrages, que ce soit des écoles, des routes ou des centrales énergétiques. Mais c'est un projet qu'il faudrait également mesurer ce qu'on appelle des indicateurs de durabilité. On va construire une école. Cette école va durer pendant combien de temps? On va mettre de la peinture sur le mur de cette école. On va construire une centrale hydroélectrique ou solaire. Donc, il y a tous ces paramètres qui doivent être pris en compte. Mais déjà... Ce qui n'est pas fait apparemment. Déjà en amont, le projet, il est très ambitieux, mais nous, ce que nous proposons en tant qu'experts, c'est que la première faiblesse, sur l'ensemble de ces projets, il n'y a que l'énergie solaire qui a été prise en compte, ce qui est une faiblesse. La RDC ne regorge pas que le potentiel solaire. Même si le pays est traversé par l'équateur, et qu'aujourd'hui, avec les potentiels solaires, on peut compter sur la biomasse, on peut compter sur l'éolienne. Mais nous avons également un potentiel énorme en hydroélectrique. Aujourd'hui, nous avons des territoires qui sont entourés par des cours d'eau, qu'on peut construire des microcentrales, que ce soit hydraulique ou hydrolienne, et ça pouvait résoudre ces problèmes. Déjà, le fait de choisir qu'une seule forme d'énergie, avec ce concept d'exclusion d'autres potentiels énergétiques, ça peut se substituer à une faiblesse pour la pérennisation de ces projets. Est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte de moyens? Parfois, si on n'a pas assez de moyens, on ne sait pas. Non, le Congo a les moyens. Le Congo a les moyens. Je pense que... Parce que là, nous parlons du projet 141. Je pense que les moyens, nous les avons. Et c'est comme ça que j'ai dit, il ne faut pas seulement voir un projet avec des lunettes politiques. D'abord, le projet des 145 territoires, c'est un projet technique qui devrait, c'est vrai, les collègues qui ont travaillé, ce sont des experts, mais n'empêche que nous puissions quand même apporter. Aujourd'hui, quand on parle on prend le nombre des poteaux pour l'éclairage public qui doit être fait. Si vous faites une petite étude, vous allez voir que la majorité des territoires en RDC ont au moins 10 secteurs. La plus grande question qu'il faudrait se poser, quand vous prenez le nombre de poteaux pour l'éclairage public qui sont considérés pour un territoire, est-ce que ça va couvrir, quand on les divise par le nombre de secteurs et on prend la superficie de chaque secteur, est-ce que ça va prendre quelle superficie? Une autre question, on prend la capacité, on a prévu à peu près 1 mégawatt pour chaque territoire. Et quand vous prenez un territoire qui a 13 secteurs, comment vous allez répartir ces 1 mégawatt? Si on fait un petit calcul, on prend 1 mégawatt, on divise par le nombre de secteurs. Est-ce que cette capacité sera en mesure de faire fonctionner une petite minoterie pour des zones ou bien ça sera juste pour l'éclairage public? Ou bien ça sera juste pour la lumière?
Et ça, c'est une grosse erreur. Aujourd'hui, ça serait une faute fatale d'investir des millions de dollars juste pour donner de la lumière. L'électricité n'a pas été créée d'abord pour la lumière. Ça a été créé pour booster l'économie. Et donc, l'approche qu'on allait aujourd'hui utiliser, donc l'accent allait être plus placé sur de stratégies les qui boostent le capacités, développement. voilà, les capacités énergétiques qui vont booster, par exemple, l'agro-pastoral, l'agroalimentaire, des petites unités La pêche de industrielle, transformation, par exemple. la pêche, et ainsi de suite, la transformation. Et en ces moments-là, on peut remplir les conditions de durabilité et d'appui de développement économique. Alors, nous allons certainement solliciter vos orientations parce que c'est important de savoir que faire dans le cadre où le projet est en train d'avancer. Est-ce qu'il est tard? Mais je pense qu'il n'a jamais été tard pour ajuster ou réajuster un projet aussi ambitieux comme ça. Alors, dans le concret, nous voyons déjà certains projets qui sont inaugurés. On vous taxe parfois d'un prophète des malheurs. Pourquoi? Parce que vous avez un regard parfois outre. Vous avez prophétisé sur la centrale qui a été inaugurée en Passa. Le chef de l'État avait inauguré une centrale. Vous avez prophétisé qu'il y avait des couacs dans la mise en œuvre de ces projets. Jusqu'aujourd'hui, le projet semble donner un mort-né. Il y a plusieurs projets comme ça qui semblent stagner. Alors, on se demande, qu'est-ce qu'il en est exactement? Manque d'études, la volonté politique, c'est quoi au juste autour de ça? Alors, chers collègues, je peux vous dire que, vous savez, le Congo, c'est un pays très vaste et très grand. Le concept pour développer ces pays, c'est la consolidation des efforts. Nous encourageons la vision du chef de l'État, mais je pense que cette vision doit être alimentée par certains cerveaux Accompagner. pour qu'elle soit matérialisée. Lorsque nous intervenons par rapport à un projet, parce qu'on est congolais, c'est notre pays, mais aussi parce qu'on est expert dans les domaines. La science, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Certes, il y a des projets aujourd'hui, par exemple, qui sont lancés, mais qui n'arrivent pas à se matérialiser. Il y a d'autres qui sont mis en œuvre, mais ça pose problème de pérennisation. Si vous passez après une année, vous allez voir que rien n'est là. Les responsabilités sont partagées. Il y a le gouvernement congolais qui doit être regardant dans la mise en œuvre, en respectant les processus de mise en œuvre d'un projet. Il y a aussi nos politiques qui doivent être un peu réservés, écouter les conseils des experts. Aujourd'hui, par exemple, la majorité des États africains ne mettent pas beaucoup de moyens pour les études avant de commencer un projet. C'est parmi les faiblesses. Voilà, ils pensent que c'est du passe-temps. On ne peut pas avoir un projet durable si les études de faisabilité n'ont pas été effectuées. Non seulement les études effectuées, mais effectuées par qui? Nous sommes dans un pays où le principe du moins cher, le principe de vouloir faire des choses rapidement est en train de prendre l'ampleur, même dans les chefs de certains intellectuels. Voilà, on est dans une année électorale. Écoutez, est-ce que vous pouvez me construire quelque chose le plus vite possible? Éclairez-moi cet endroit Voilà. dans 2 jours. À des fois, on n'écoute pas les experts. Alors, il est très important que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des services. Je parle du secteur de l'électricité. On a quand même des cadres institutionnels. Il y a Exact. le gouvernement, il y a l'autorité des régulations, il y a l'ANSER. Et avec tous les ministères qui ont quand même un petit pouvoir dans le secteur de l'énergie, de pouvoir privilégier le respect des normes, de pouvoir privilégier le patriotisme, de pouvoir privilégier les avis des experts. Vrai ou faux, Monsieur Idriss Moufouka, je rappelle que vous êtes un expert dans ces secteurs des énergies renouvelables. Vrai ou faux, nous devons exiger la dépolitisation du secteur énergétique?
Bon, je n'ai jamais été d'accord avec cette façon de voir les choses. Vous savez, aujourd'hui, c'est très compliqué de séparer la politique avec les développements. Parce que la plupart des décisions sont prises par des politiques. Ce qu'il faut faire ici, c'est que il faut se faire accompagner. Les politiques, ils font des choses selon les normes politiques, mais ils doivent faire impliquer des experts. Consulter le cabinet. Donc, les Congos ne manquent pas des experts. Quand vous allez aujourd'hui dans la plupart des ministères, on devrait être regardant dans le choix des conseillers. Tel que je suis là, vous imaginez si aujourd'hui on me nomme par exemple on ne peut pas, ingénieur Idriss, s'il vous plaît, on ne peut pas verrouiller le poste d'un ministre dans le secteur énergétique. Je vois le secteur énergétique attribué à un technicien. Est-ce qu'on ne peut pas verrouiller ça du point de vue constitutionnel? Nous l'avons toujours souligné. J'ai toujours dit, même si certaines personnes ne comprennent pas, d'une manière générale et spécifique, il y a des ministères qu'on appelle des ministères techniques. Vous ne verrez jamais un ingénieur en génie électrique devenir ministre de la Santé. Vous ne verrez jamais ou bien de la justice. Un médecin devenir ministre de la Justice. Il y a des ministères techniques. Ce n'est pas pour sous-estimer tous ceux qui ont eu à occuper ces fonctions. Mais je pense que, vu la complexité du secteur de l'énergie dans notre pays, si on voudrait vraiment booster les choses, il faut que ça ne soit pas forcément un ingénieur, mais quelqu'un qui a un parcours dans le secteur de l'énergie. Alors, nous allons retrouver cette image, cet incendie de Matadi Kibala. Nous parlons énergie, nous parlons tout ça. Certainement, on y reviendra. Question de se reposer et puis de dire un mot. Elle finit brûlée, hein? C'est tombé déjà. Bien. Ya, attention. Elle finit brûlée, hein? C'est tombé déjà. Bien. Ya, attention. Alors, le mois d'août, c'est un mois rouge pour les Quinois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un incendie ici et là. Là, vous venez de suivre ce qui s'est passé à Matadi Kibala. Selon les témoignages, c'est un court-circuit électrique. Nous parlons électricité, nous parlons tout ça. Quand vous apprenez de telles nouvelles, incendie à gauche, incendie à droite, et très souvent, il y a l'électricité, le mauvais raccordement parfois. Votre lecture? Alors, il faut dire que les responsabilités sont partagées. D'un côté, il y a la population qui est également dans l'école de l'essentiel. Vous allez voir que la plupart des ménages à Kinshasa ne sont pas protégés. La plupart. Les gens préfèrent mettre beaucoup d'argent dans la construction, mais ils mettent moins de moyens dans la protection de leurs ouvrages. Vous êtes ici à Gombe, et s'il faudrait sillonner les logettes des différents immeubles qui sont ici, vous serez surpris de constater qu'il y a des immeubles qui ne sont même pas protégés avec des disjoncteurs appropriés, mais aussi les manques des extincteurs. Les systèmes d'alerte, ainsi de suite. Il y a aussi un problème d'anti-incendie et consorts, mais d'une manière générale, la mauvaise qualité aussi de l'électricité. Et c'est là où l'autorité de régulation a un grand rôle à jouer. Et je pense que Mme Sandrine Moubenga, que je salue d'ailleurs en passant, a un grand rôle à jouer de mettre l'accent sur la qualité de la fourniture. Les droits des consommateurs congolais est clair. Et même la loi 14011 qui régit le secteur de l'électricité met l'accent sur la qualité de l'électricité. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la qualité de l'électricité qui est fournie par la SNEL, est-ce qu'on peut se rassurer? Est-ce qu'il y a une bonne qualité, elle est consommable, mais personne n'en parle? Alors, nous saluons la démarche de l'honorable Ados Ndombasi qui veut à ce que
qu'il y ait une réglementation des sapeurs-pompiers. C'est parmi de mesures ce sont des mesures parfois qui pourraient aider la RDC ou la ville de Kinshasa à mieux lutter contre les incendies. Alors nous parlons électricité. Quelle électricité disponible pour le développement, pour la matérialisation ou la réussite de ces projets de 145 territoires? Les projets sont en train d'être exécutés, parfois dans des coins où l'électricité n'y est pas. Alors comment faire dans le concret? Ils arrivent dans un endroit où il faut instaurer ou soit installer une centrale hydroélectrique. Comment ça se passe? C'est le gasoil qui est utilisé pour alimenter le groupe électrogène ou comment ça se passe? Bon, écoutez, j'entends souvent les gens emprunter le concept européen en termes de consommation énergétique et puis les amener ici au Congo. Le Congo n'est pas encore prêt pour l'abolition de l'énergie fossile. Donc, en principe, dans un terrain, dans une zone où il n'y a pas de l'électricité, c'est tout à fait normal que tous ces travaux soient faits grâce aux groupes électrogènes. Mais si on avait une bonne planification dans le cadre de ces projets, peut-être qu'on allait faire les priorités des priorités. C'est-à-dire commencer par des routes, parce que même pour acheminer les matériels dans une zone donnée, il faut avoir des routes. Commencer par les routes et après les routes, faire l'électricité. Ou encore combiner les routes et l'électricité. Donc une fois on a des routes, ça nous permet d'acheminer le matériel. équipements. Et on a l'électricité, ça nous permet également de faire avancer les choses. Mais qu'à cela ne tienne, dans la plupart du temps, ils sont en train d'utiliser les groupes électrogènes et avec une forte consommation du carburant qui arrive d'ailleurs difficilement dans ces agglomérations. Vous êtes un ressortissant du Kwilu. Vous êtes un ressortissant, vous chérissez votre Kwilu natal. Et à Kwilu, nous suivons depuis plusieurs années le projet Kakobola qui fait couler encre salive. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que les Quinois qui nous suivent, les Kwilois et les Kwiloises qui nous suivent, peuvent réellement se dire que Kakobola sera inauguré un jour? Bien, Kakobola d'abord c'est un très bon projet, même si ça a été implanté pour des fins politiques. Et d'ailleurs, et pour ceux qui connaissent ces milliers, nous sommes parmi les rares pays au monde où on conçoit un projet de construction d'une centrale, mais la route qui mène vers cette centrale, elle est dans un état très très délabré. Et donc ça prouve que les études n'étaient pas suffisamment faites. Mais du moins, le projet a suffisamment avancé. La centrale et tous les travaux ont été finis. Maintenant, ils sont en train de faire des lignes. Mais, des lignes pour les transports. Mais pour les transports. Mais attention, je pense qu'il faudrait également réfléchir. Donner l'électricité sans pour autant mettre les garde-fous. Cette centrale ne pourra pas avoir une longue durée de vie. Alors, comment cette électricité des Kakobola sera-t-elle gérée et commercialisée? Je vous donne juste un exemple. Kakobola va desservir Gungu, le territoire de Gungu, territoire du Diofa et puis la ville de Kikwit. Mais pour rien que la maintenance ou la prise en charge de cette centrale de 12 mégawatts, elle doit en principe générer au minimum $20 000 le mois, au minimum pour sa maintenance. Maintenant, ce n'est pas pour sous-estimer le revenu de mes frères de Kikwit, de Gungu et du Diofa. Mais lorsqu'on regarde le coût de revenus de cette population qui va bénéficier de cette électricité, je ne pense pas qu'il y aura un ménage qui va payer $20 les mois de l'électricité. Alors, et donc, on nous signale que le temps est très jaloux. Nous serons obligés de se dire au revoir. Mais avant de partir, vous êtes ambitieux. Vous aimez bien ces secteurs de l'électricité. Alors, vous allez nous dire calmement, la caméra qui est juste là devant vous, vous souhaitez un jour diriger ce pays. Vous souhaitez un jour se retrouver à la tête des institutions de ce pays. Si c'est la volonté de Dieu. Ça sera dans quel département? J'ai dit si c'est la volonté de Dieu, et je ne vais pas refuser parce que le destin c'est entre les mains de Dieu.
tout dépendrait également de ce que le Seigneur va nous donner. Mais je pense que mon domaine de prédilection, c'est le secteur de l'électricité. Comme ministre? En tout cas, peu importe la fonction que j'aurai, si c'est pour apporter ma petite expertise pour le développement du pays, je le ferai même en tant que sentinelle. Peu importe la fonction que j'aurai, s'il faut travailler pour le pays, je le ferai même en tant que sentinelle. Dixit, ingénieur Idriss Moufouka, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Nous aurons toujours le plaisir de vous recevoir pour parler électricité, parler énergie, parler hydrogène vert. Nous aurons le plaisir de vous retrouver. Merci. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci aux étudiants surtout. Sur la émission et énergie. On a assez parlé de la politique. On en a assez parlé de la politique. On a assez parlé de la musique. Mais aujourd'hui, parlons énergie, rien que l'énergie. Au revoir.